Mes amis, bien le bonjour. Nous sommes le 5 novembre 1983 dans la partie norvégienne de la mer du Nord. Manière de dire, nous sommes au nord de la mer du Nord. Là, il y a une plateforme pétrolière. Elle s'appelle Byford Dolphin. Alors, Byford Dolphin, c'est plus un navire qu'autre chose. Il ne faut pas se fier à son apparence très James Bond. On a une plateforme. On a des sortes de piliers verticaux. En réalité, ce ne sont pas des piliers qui vont toucher le fond de la mer, ce sont tout simplement des flotteurs. Et bien entendu, la plateforme est munie de moteurs diesel, d'hélices et tout ça, lui permettant de se déplacer par ses propres moyens si nécessaire, mais aussi et surtout garder très précisément une position. Grâce à sa construction, c'est une plateforme qui peut tenir des vents de 180 km/h et des houles de 30 mètres. Elle sert à quoi? En fait, elle a été construite en 1974, quelques années après la découverte de gisements offshore au large de la Norvège, et elle est capable d'aller à travers 600 mètres d'eau, et puis plusieurs milliers de mètres de roches, envoyant des pipelines pour trouver des gisements de pétrole et l'extraire de là. C'est des plateformes qui tournent jour et nuit. La maintenance, ils sont obligés de la faire in situ. Il n'est pas envisageable, même si ça arrive de loin en loin, je disais, il n'est pas envisageable pour un problème technique, d'arrêter toute la production, emmener la plateforme en cale sèche pour la réparer. Donc on a des techniciens qui tournent 24 heures sur 24 pour maintenir la chose en production. Parmi ces techniciens, on a ce qu'on appelle des plongeurs. C'est des plongeurs dits de saturation. Qu'est-ce qu'ils font ceux-là? Eh bien ceux-là, ils sont sous la plateforme jusqu'à 80 mètres de profondeur et ils opèrent justement des soudures, des réparations en temps réel. Il y avait une équipe constituée de Norvégiens et de Britanniques qui faisait ce travail constamment. Alors, comment plonger à 80 mètres? Comment on fait pour aller à 80 mètres? Alors, il faut savoir une chose, quand on plonge avec de l'équipement normal, avec une bouteille contenant de l'air comprimé finalement, on peut aller jusqu'à 40 mètres de profondeur, 45 mètres si on veut, selon les standards. Mais on ne peut pas aller plus loin. Deux problèmes vont se poser. Il y a le problème de la toxicité de l'azote, qui au-delà d'une certaine pression partielle va commencer à affecter l'organisme, créer ce qu'on appelle l'ivresse des profondeurs. Mais il y a aussi autre chose. Par exemple, je plonge avec un mélange qui s'appelle nitrox. C'est un mélange qui est enrichi d'oxygène. Il y a moins d'azote mais plus d'oxygène. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas aller très profond avec. Parce que l'oxygène, à forte pression, devient toxique lui aussi. Donc en fait, on tourne le problème comme on veut. On s'expose à la toxicité des gaz. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième, c'est pour ressortir. Plus on va profond, plus on reste longtemps, plus finalement, il faudra beaucoup de temps pour faire des paliers pour revenir à la surface. On peut par exemple se retrouver à descendre à 40 mètres, travailler pendant 1 heure, et après il faut plusieurs heures de paliers pour ressortir. Si on va à 80 mètres et on travaille pendant plusieurs heures, potentiellement il faudra une journée de paliers pour ressortir. Donc, ces compagnies-là, et depuis très longtemps, depuis même les années 50-60, ont réalisé que ce n'était pas faisable de descendre et puis de remonter chaque fois pour se reposer, remplir ses bouteilles et tout ça, parce que ça n'a pas de sens. On finit par payer un plongeur pour passer un quart d'heure sous l'eau et passer une demi-journée à faire des dépaliers de décompression. Alors on a inventé un système. Il a été inventé en réalité par l'US Navy. Ça marche comme ceci. On a constaté, avec les recherches de l'US Navy, qu'une fois quelqu'un est sous l'eau, eh bien, vient un moment où son corps va se saturer des gaz qu'il respire. Donc une personne est par exemple à 80 mètres, comme dans le cas précis ici, elle respire un mélange particulier de gaz qui vont se dissoudre dans son corps, mais viendra un moment où ils vont plus se dissoudre encore. On atteint ce qu'on appelle la saturation. C'est comme lorsque vous prenez par exemple un verre d'eau, vous mettez du sucre dedans, vous mélangez, le sucre va se dissoudre. Mais si vous continuez à rajouter du sucre, viendra le moment où le sucre commencera à se déposer au fond. Il ne va plus se dissoudre. On dit que cette eau est maintenant saturée. Pareil, quand un gaz se dissout dans le sang humain, vient un moment où il y a une saturation. Alors, ils ont inventé ce qu'on appelle la plongée de saturation. Ça marche comme ceci. Nos gars vont plonger à 80 mètres. Et ils vont travailler aussi longtemps qu'ils peuvent. Une fois qu'ils ont fini de travailler, on va les faire entrer dans une capsule. Une capsule qui est maintenue à la même pression qui est à 80 mètres. Une capsule où il y a de l'air. Donc, mais cet air est à 9 bars. Comme la pression qui règne à 80 mètres. Donc,
Ils ouvrent la capsule par-dessous, ils rentrent, ils enlèvent leur tenue, leur masque et tout, ils respirent librement à l'intérieur, ils la ferment, et cette capsule est remontée. Donc depuis la plateforme, elle est remontée progressivement jusqu'à la surface, tout en maintenant sa pression intérieure. Donc, on a maintenant nos plongeurs qui sont remontés à la surface, mais comme ils sont à la même pression qu'à laquelle ils étaient, eh bien, il n'y a pas de décompression nécessaire. Après, on fait quoi? La capsule sera attachée à un système de chambres, d'accord? Ces chambres-là, sont toujours maintenues, c'est des tubes en acier qui sont maintenus aussi à 9 bars. Une fois que la capsule est attachée, on ouvre avec un volant une autre écoutille, on rentre par un sas dans le système de chambre et on va se reposer. Et donc, nos plongeurs vont donc aller sur leur couchette, regarder la télé, jouer aux cartes, on leur fait passer à travers un système de sas à boire et à manger, et puis, plus tard, quand ils seront reposés, ils pourront reprendre leur shift de la même manière. Donc, ils reviennent dans la capsule qui va les redescendre à 80 mètres. C'est un cycle de travail qui peut durer jusqu'à un mois, jusqu'à 28 jours. Donc, ils peuvent avoir 28 jours qui se divisent comme ceci. On a les premières 3 semaines qui sont des semaines de travail où nos plongeurs sont constamment en saturation. 3 semaines, ils vivent à 9 bars. Soit ils sont sous l'eau à 9 bars, soit ils sont sur la plateforme à 9 bars dans une chambre spéciale où ils sont toujours compressés à 9 bars. La dernière semaine, c'est une semaine de décompression. Ça veut dire, ils sont toujours dans leur tube en acier, et cette fois-ci, on va ouvrir une valve qui progressivement va relâcher l'air pour baisser la pression à 1 bar, et elle va mettre 4-5 jours jusqu'à une semaine de décompression. Ça dépend combien de temps ils étaient en dessous. Donc, ils vont passer une semaine à vivre là-dedans, dans ce tube en acier, pour décompresser. Et une fois que ça atteint une atmosphère à l'intérieur, ils ouvrent et ils sortent à l'air libre. C'est un travail extrêmement éprouvant. Il est très bien payé, mais très éprouvant sur le plan physique, sur le plan mental également. Il n'est pas fait pour tout le monde et pour tout dire, il y a chaque année des accidents. Ça pardonne pas l'erreur. Alors, ce jour-là, nous sommes le 5 novembre 1983, il est 4 heures du matin. Voici la situation à ce point-là. Je vous montre, j'ai fait un dessin avant la vidéo parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le bruit du feutre sur le papier, donc j'ai préféré faire un dessin avant d'engager dans la vidéo. Voici notre situation à 4 heures du matin. Donc voilà ce que nous avons. Nous avons un système de chambre qui est à la surface. Donc à l'intérieur, il fait 9, on a 9 atmosphères ou 9 bars si vous voulez. Et à l'intérieur, on a une première chambre avec 2 gars qui sont là-dedans. C'est des Britanniques qui ont fini leur travail, ils sont là en train de se reposer, ils sont en train de dormir en fait. Et puis, on a 2 autres gars, c'est des Norvégiens, qui ont fini leur travail et qui viennent d'arriver par la capsule. Dehors, dans l'eau, en plongeur, on a des assistants. Parce que ces personnes ont besoin d'assistants pour les aider dans toutes les tâches, gérer les choses depuis l'extérieur, leur ramener la nourriture, leur prêter assistance. Et ceux qui les aident sont des assistants, mais c'est aussi des plongeurs. C'est des plongeurs confirmés. D'accord? Donc, voilà la situation. À 4 heures du matin. 4 personnes là-dedans, 2 personnes dehors. La capsule est là. Elle est donc, c'était quoi le geste correct? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Il aurait fallu faire ceci. Une fois que ces plongeurs passent à travers ce canal qui fait 60 cm de diamètre, ils arrivent là-dedans, ils commencent à enlever leurs tenues qui sont mouillées et tout ça, et puis ils ferment, ici, il y a une sorte d'écoutille, ils vont la fermer. Ce que vous voyez en vert. Ils vont la fermer. Une fois qu'ils la ferment bien, et qu'elle est verrouillée, on va dépressuriser ce tube, d'accord, on va le ramener à une atmosphère, et après on peut libérer cette capsule qui sera utilisée plus tard pour d'autres plongeurs. Vous voyez, donc c'est ce système-là qui est tous les jours pratiqué plusieurs fois pendant que les plongeurs arrivent et repartent. Sauf que ce jour-là, à 4 heures du matin, il y a une erreur. La voici. Et je vais vous parler de ses conséquences extrêmement dramatiques. Alors, ici, on a donc nos 2 plongeurs norvégiens qui passent de la capsule à travers le tube et qui arrivent donc dans cette chambre. La connexion entre les 2 chambres est ouverte. Il y a ici une sorte d'écoutille qui est également ouverte. Donc, celui-ci que vous voyez couché là, cherche à fermer cette porte. Il cherche à fermer cette écoutille.
Sauf que pendant qu'il cherche à la fermer, ben, elle est coincée. Il n'arrive pas, il tente à plusieurs reprises, il est debout devant, il tente de la fermer, mais il n'arrive pas à la fermer. Il doit se reprendre à plusieurs fois. Donc, à un moment donné, elle est partiellement fermée et elle laisse une lumière, parce qu'imaginez un disque qui tente de fermer un autre, mais le deuxième disque n'est pas complètement aligné avec le premier. Que va-t-il se passer? Eh ben, ils vont laisser un espace comme un croissant lunaire. D'ailleurs, le croissant lunaire, il vient d'où? C'est justement la projection d'une partie d'un disque circulaire sur un autre. Donc, ça donne une ouverture sous forme de croissant lunaire. Dans sa partie la plus épaisse, il y avait 9 cm. Donc, il était presque sur le point de la fermer. Maintenant, ces plongeurs là dehors ne le voient pas parce qu'ils sont dehors. Ils ne voient pas que celui-là a du mal à fermer. Ils n'avaient pas établi un moyen de communication entre eux. Genre, quand je ferme, je vais taper. Ou bien, il n'y avait pas des indicateurs. Genre, par exemple, ils auraient pu avoir des manomètres à l'extérieur qui montrent que ce tube a été maintenant fermé ou a été évacué à l'air libre et qu'il y a une atmosphère dedans. D'accord? Ils n'avaient pas le moyen de savoir ce qui se passe. Pour eux, ils sont dans l'eau. Ils ont accroché, avec l'aide de la grue, ils ont accroché cette capsule. Et puis maintenant, ils attendent ils savent que la prochaine séquence, c'est les plongeurs qui sortent et après qu'ils ferment derrière eux. Donc, ils ont mentalement l'habitude que ceux-ci prennent un certain temps, comme dirait Fernand Reynaud. Ça prend un certain temps. Donc, quand ce temps s'est écoulé, ils déverrouillent la capsule. Ce qui va se passer, c'est que l'un des plongeurs ici, pensant que la procédure est finie, que ça est fermé, que ça a été évacué vers l'air libre, qu'est-ce qu'il fait? Il va ici, et puis il tire sur une manette qui déverrouille la connexion entre ce tube et cette capsule. Alors, il faut savoir une chose, c'est que cette capsule, vu la pression d'air qui rentre dans tout le système, elle est poussée par une force énorme. Donc, elle tient grâce à un système d'attache très solide qui la rime ici. Quand il la déconnecte, il se passe quoi? Eh ben, la cloche est poussée brutalement. Elle est poussée par la force, justement, par la force de la pression d'air. L'air immédiatement sort, comme ceci. La pression à l'intérieur de ce système de chambre passe de 9 atmosphères à 1 atmosphère en quelques fractions de secondes, en 1 à 2 secondes, le système s'est vidé brutalement. Et c'est quoi l'impact sur les gens qui y a là-dedans et les gens qui y a autour? Alors, celui qui a déverrouillé, eh bien, il a été tué. Parce que la brutalité, justement, du départ de cette cloche, il était devant en train de la déverrouiller. Au moment où il a fini de la déverrouiller, elle est partie brutalement par la pression. Elle lui a tapé contre, il est mort. Celui qui était à côté a été blessé également, mais il a réussi à remonter à la surface et donner l'alerte. Lui s'en sort. Que se passe-t-il pour les 4 personnes qui sont à l'intérieur de ce système de chambre? Alors, celui qui était en train de fermer l'écoutille a été projeté à travers les 9 cm d'ouverture de la porte. Il a été littéralement désintégré à travers. Parce que, tout simplement, il y a une pression qu'il a attirée vers cette lumière-là, vers cette ouverture. Mais comme elle était trop petite pour qu'il soit projeté au dehors, eh ben, tout simplement, il est passé à travers cette ouverture-là. Il est arrivé chez les légistes en 4 sacs différents. Ceux qui étaient à l'intérieur, celui-là qui était en train de se changer et ceux-là qui dormaient, bien, ils sont morts sur le coup. Mais ils n'ont pas explosé ou autre comme ça a été dit. Ils sont dans leur couchette comme s'ils dormaient. Il n'y a rien dans leur apparence qui indique que quelque chose de spécial s'est passé. On dirait qu'ils dorment et ils sont morts en fait. Pourquoi? C'est une dépressurisation brutale qui a eu lieu. C'est-à-dire que, vu qu'ils étaient en saturation, ça veut dire qu'il fallait maintenir leur corps à 9 bars pour veiller à ce que les gaz qui saturent leur système sanguin restent sous forme diluée. C'est à peu près le même principe qu'une bouteille, d'eau minérale. Cette bouteille d'eau minérale, vous voyez, l'eau, elle est super claire, il n'y a rien de spécial dedans et tout. Pourtant, on sait qu'il y a du gaz dilué à l'intérieur, d'accord? Donc,
le gaz reste dans l'eau et n'apparaît pas sous forme de bulle tant que la pression reste élevée. Si on ouvre la bouteille, si j'ouvre la bouteille, que se passe-t-il? Vous voyez ce qui fait le gaz, d'accord? Le gaz commence justement à apparaître sous forme de bulle. C'est ça qui tue. En fait, ce qui est dangereux avec la plongée, justement, c'est si les personnes remontent trop vite, le gaz qui est dissous, tant qu'il est dissous, il ne dérange pas. Tant qu'il est dissous dans le sang, ça va, jusqu'à une certaine proportion. Je disais au début de vidéo que les gaz sont toxiques. Mais jusqu'à une certaine proportion, on peut se permettre des gaz dissous dans le sang. Mais si soudainement on baisse la pression, que se passe-t-il? Eh bien, il se forme sous forme de bulles et celle-ci tue. À l'autopsie, ils ont découvert une chose. Ils ont découvert que dans les vaisseaux sanguins de ces plongeurs, il y avait énormément de graisse déposée. Ils se sont demandé d'où elle venait cette graisse et comment elle s'était déposée là. Alors, il ne s'agissait pas d'une embolie, dit le rapport. C'est-à-dire que l'embolie, c'est la graisse qui peut, par exemple, quelqu'un se casse le fémur, comme il y a du gras à l'intérieur, ça arrive que des gens se cassent le fémur et meurent. Parce que, comme il y a du gras à l'intérieur, ce gras peut être libéré dans la circulation sanguine et peut justement aller quelque part et boucher des vaisseaux importants et causer la mort. Là, il n'y a pas eu de circulation. Pourquoi? Parce que les gens sont morts sur le coup, instantanément. Donc, une fois que la circulation s'est arrêtée instantanément, cette graisse n'a pas eu le temps de circuler. Donc, elle s'est déposée in situ, à l'endroit où on l'a trouvée. Comment? Alors, ils ont théorisé, les médecins qui ont fait l'autopsie ont théorisé que comme le sang a commencé à, entre guillemets, bouillir, même si c'est pas vraiment c'est pas de l'ébullition, mais on peut accepter le terme, c'est tout simplement, il a commencé à faire ça. Donc, il a commencé à avoir des bulles en très grand nombre. Donc, c'est comme s'il est en train de bouillir. Ceci a dénaturé des protéines, des lipoprotéines. Ces lipoprotéines permettent le transfert de gras dans le sang, parce que le sang, il est aqueux. Il ne va pas pouvoir transporter du gras. Si on mélange du gras à du sang, le gras va flotter au-dessus du sang. Donc, comment on fait pour le transporter à l'intérieur du corps? Donc, il y a des protéines, c'est celles que vous voyez des fois dans vos analyses de sang, qu'on appelle LDL et HDL, bon et mauvais cholestérol, entre guillemets. Et en fait, ces protéines-là font comme du savon, en fait. Elles vont entourer le gras et permettre qu'il se dissolve dans le sang. Ces protéines ont été détruites, justement, par cette action-là. Par la suite, par cette ébullition du sang. Quand les protéines ont été détruites, alors qu'est-ce qui se passe avec le gras? Maintenant que les protéines ont été dénaturées, ça veut dire détruites, eh bien, le gras va se déposer là où il était. Et c'est ça qui a créé ces schémas très caractéristiques après cet accident. Alors, il y a eu des changements par la suite, des changements au niveau de la sécurité. En réalité, les changements sur la sécurité existaient avant. Existait même au moment de l'accident. Au moment de l'accident, cette plateforme, c'est pas vraiment qu'elle n'était pas aux normes. Il existait des normes qui auraient empêché cet accident, mais n'étaient pas rétroactives. Ça veut dire comme la plateforme a été construite en 74, donc on trouve le pétrole en 71, grosso modo. On construit 3 ans plus tard la plateforme, donc elle était l'une des premières construites. Comme les normes commencent à arriver plus vers le début des années 80, vers la fin des années 70, eh bien, ils se sont dit, pour des raisons purement économiques, on ne va pas les rendre rétroactives. Parce que rétroactivité veut dire arrêt de la production, veut dire beaucoup d'argent qu'il faut dépenser pour mettre aux normes l'équipement déjà existant. Donc, l'État norvégien a permis donc à des plateformes comme Byford Dolphin de continuer à opérer selon d'anciennes normes. Et malheureusement, ceci a fait que cet accident est arrivé. Juste un dernier détail avant de finir. C'est que si on regarde ici le système, au-delà de l'investissement, de l'argent, de l'équipement, de la mise aux normes et tout ça, des fois, très souvent, la manière de procéder, la manière de faire les choses peut améliorer la sécurité sans mettre d'argent par-dessus. Je vous montre. Regardez. Cette porte ici, si elle avait été juste fermée, à chaque fois qu'il y a une opération de la cloche, chaque fois qu'on opère la cloche, on ferme cette porte. Ça aurait pu épargner la vie de ces deux. C'est-à-dire, dans la vie, quand on pense en termes de sécurité, il faut penser par anneau. Si on est là, dans cette chambre, et qu'on sait qu'il y a des gars qui sont en train de manœuvrer cette capsule, et qui vont ouvrir et fermer des sas, et pressuriser, dépressuriser cette zone et tout, pourquoi prendre le risque gratuit
d'avoir cette porte ouverte? Pourquoi ne pas avoir un mauvais coup d'avance sur les choses en se disant, c'est quoi, juste par acquis de conscience, je ferme la chose. Voilà, ça aurait épargné la vie de ces gens parce que ce compartiment serait resté à 9 atmosphères malgré tout. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. On se voit dans une prochaine.